à tous et merci de suivre Ailleurs dans le monde. Le premier cas de Covid-19 en Afrique a été révélé le 15 février 2020, 2 mois après celui de Wuhan en Chine. Depuis, le virus s'est répandu sur presque la totalité du continent. À la date du 15 mai, l'on compte près de 2500 décès et 23 000 guérisons pour plus de 67 000 cas de contamination dans 53 pays africains. Le nombre de cas en Afrique augmente à un taux d'environ 25% par jour. Alors comment faire pour ralentir l'expansion exponentielle du virus? Quelle est la riposte sanitaire mise en place par les États africains? De quel protocole de soins ont bénéficié les malades guéris dans la sous-région? Quel est l'état des lieux de la recherche sur le continent? Cette semaine, nous serons en liaison avec des spécialistes de la santé du Sénégal, du Bénin et du Congo. Professeur Francine Toumi, bonjour. Vous êtes la présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville. L'Afrique a été confrontée au virus d'Ebola en 2014. Quelles leçons peut-elle tirer pour faire face au coronavirus? L'épidémie d'Ebola en 2014 en Afrique de l'Ouest a servi de leçon d'abord aux scientifiques parce que cela a montré l'importance de se préparer à l'avance, donc d'avoir des procédures en place, des laboratoires, un minimum d'infrastructures pour pouvoir répondre aux besoins de nos pays, et puis les autorités aussi. Cela leur a servi de leçon parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était très important de soutenir la recherche conduite par les Africains en Afrique. Vous avez invité les dirigeants africains à investir davantage dans la recherche et la science. Existe-t-il à ce jour des recherches menées conjointement sur le continent contre le Covid-19? Effectivement, les scientifiques africains collaborent. Nous collaborons avec de nombreux pays, le Gabon, la Tanzanie, l'Afrique de l'Ouest, le Ghana et bien d'autres, au travers du réseau Pandora que je coordonne, réseau Pandora donc, dont le but est de préparer donc, les institutions, les pays à répondre aux épidémies de maladies infectieuses. Ce réseau existe depuis plus de 2 ans. Et nous avons collaboré dans le cadre d'Ebola, dans le cadre du chikungunya, de la fièvre Lassa au Nigeria et actuellement dans le cadre de Covid-19. Pour le moment, nous partageons des protocoles, nous collectons des échantillons, nous préparons les outils qui nous permettront d'analyser avec les mêmes outils la situation de nos pays. Le président Sassou Nguesso a pris des mesures pour freiner la propagation du coronavirus dans votre pays. Quelles sont les plus importantes et leur impact? Le président Sassou Nguesso, effectivement notre président, donc, a pris des mesures pour contenir l'infection, puisqu'on a eu le premier cas le 14 mars 2020. Et donc, ces mesures sont les mesures barrières, hein, donc se laver les mains à l'eau savonneuse régulièrement ou avec une solution hydroalcoolique, tousser, éternuer dans le pli du coude, la distanciation, et puis se moucher avec des mouchoirs jetables. Voilà, pour les mesures les plus importantes, et utiliser autant que possible à l'extérieur donc un masque de protection. Quels sont les chiffres des malades guéris et de quel protocole de soins ont-ils bénéficié? Traitement curatif utilisé au Congo, donc il y a une bithérapie qui inclut donc les dérivés de la chloroquine et une antibiothérapie, et une trithérapie incluant donc un antiviral de première ligne, tel l'antiprotéase, voilà. Donc, et la durée totale du traitement est de 10 à 15 jours. Les populations de l'Afrique subsaharienne semblent moins vulnérables face au Covid-19. En tant que spécialiste des maladies infectieuses, quelle explication scientifique pouvez-vous nous donner sur le sujet? On voit bien effectivement que le nombre de cas est significativement bien plus inférieur en Afrique subsaharienne. Les explications pour le moment est que beaucoup moins de tests ou de personnes ont été diagnostiquées en Afrique. Est-ce que
l'explication serait ailleurs? Est-ce que suivant les contextes géographiques, la virulence ou la propagation du virus est différente? Pour pouvoir, je peux émettre beaucoup d'hypothèses dans le fond, mais le plus important, c'est de tester ces hypothèses. Beaucoup, on voit dans la littérature ou dans les débats que l'immunité est mise en avant, qu'il y aurait peut-être une immunité plus importante contre ce virus dans les populations africaines. Pour pouvoir répondre, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut faire, c'est de faire les études, c'est que la science apporte la réponse. Et donc pour moi, je vois là un grand défi pour les scientifiques africains. C'est leur responsabilité d'apporter cette réponse, d'étudier, de regarder là quel est le niveau des anticorps contre ce virus dans nos populations, suivant en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, pour pouvoir voir s'il y a vraiment des différences par rapport aux populations européennes, regarder, séquencer le virus qui circule et voilà, étudier, mener des études sciences sociales pour pouvoir expliquer ce qu'il en est. Mais dans le même temps, il faut que les diagnostics, les tests soient de plus en plus nombreux pour qu'on ait les vrais chiffres de l'infection dans nos populations. Et à ce moment-là, on pourra apporter des réponses basées sur la preuve, quelle que soit cette réponse. Prenons la direction du Bénin pour rencontrer le désormais célèbre professeur Valentin Agon. Bonjour, dites-nous-en un peu plus sur vous et surtout sur la situation du coronavirus dans votre pays. Je suis docteur Valentin Agon, je suis béninois, mais surtout panafricaniste, parce que tout mon cœur embrasse l'Afrique. Concernant la situation du coronavirus au Bénin, notre gouvernement, celui du Bénin, se bat vraiment et nous saluons les efforts du gouvernement béninois. Et le pays vient de sortir de confinement, confiné depuis quelques semaines. Le pays était coupé en deux pour éviter la contamination générale. Et c'est un grand effort que le gouvernement a déployé. Et compte tenu de l'économie, le pays est ouvert, mais dans une situation surveillée. En situation coronavirus aujourd'hui, nous sommes à 327 cas confirmés. Nous avons malheureusement 2 décès et nous avons 242 personnes sous traitement et 76 guéris. Professeur Valentin Agon, vous êtes connu pour avoir mis au point l'apivirine. De quoi s'agit-il très exactement? Apivirine, c'est un extrait de plante, c'est du totum et purifié de plantes médicinales de notre région. Mais une fois purifié, nous avons un composé de 5 familles chimiques, c'est-à-dire les tanins, les saponosides, qui sont abondants dans ce composé. Et nous avons aussi les flavonoïdes, les stérols et les tritépènes. Et donc l'ensemble de ces 5 familles ont développé une synergie, une frappe antivirale contre le VIH. C'est pourquoi les porteurs de VIH l'ont utilisé pendant des années avant que les trithérapies n'arrivent. Donc c'est un genre d'antirétroviral efficace. L'apivirine est un médicament produit au Bénin utilisé dans le traitement du sida. Pourquoi ce traitement serait-il efficace contre le Covid-19? Pour démontrer l'efficacité d'un produit contre une maladie donnée, il y a des paramètres qu'il faut suivre. Dans le cas de coronavirus, d'abord, il y a l'aspect clinique. Il y a les symptômes. Donc, au plan clinique, ce que le malade exprime comme malaise et ce que le médecin a vu comme symptômes évidents. Et la première préoccupation est que c'est au plan clinique que le malade soit bien. Donc, l'amélioration des conditions cliniques du malade. Le deuxième paramètre, ce sont les paramètres biologiques. Et dans le cas de Covid-19, c'est de rechercher le matériel génétique de Covid-19 dans la gorge et dans les voies nasales du malade, du patient. Et donc, on le fait par PCR. Et une fois le malade a été testé positif par PCR, sous apivirine,
4 jours, 5 jours maximum, on fait de nouveau le test pour voir si en moins d'une semaine, le test est resté positif ou non. Mais dans le cas de apivirine, le test sera négatif au plus grand tard, au 6e, 7e jour. Certains sont négatifs même au 3e jour, sous apivirine. Ce que nous avons constaté à Orléans, en France, et aussi en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes convaincus que apivirine est une solution, la solution efficace, la solution africaine efficace contre Covid-19. Avec apivirine, on n'aura pas l'hécatombe en Afrique. Nous avons cette conviction, mais il faut l'éprouver classiquement, il faut l'éprouver scientifiquement. En dehors de ces observations que nous avons faites, c'est pourquoi il faut des essais bien établis pour confirmer ce que nous disons, ce que nous avons fait de façon empirique. Alors que diverses recherches sont conduites pour trouver des solutions adaptées aux Africains, le Burkina Faso, le 27 mars dernier, a annoncé le lancement de 2 essais cliniques, dont l'un portant sur l'apivirine. Quels sont les résultats obtenus actuellement? 2 essais en cours au Burkina Faso, dont l'un porte sur apivirine. Cela est une audace africaine. Le Burkina Faso est un pays différent. C'est un pays audacieux. C'est le pays des hommes intègres. Et donc, cette intégrité humaine se démontre à travers cette audace scientifique quand le gouvernement burkinabé lance 2 essais. Moi, je salue cette intégration africaine. Et donc, un essai porte sur chloroquine, ce qui est normal parce qu'on parle beaucoup de chloroquine. Burkina veut voir concrètement qu'est-ce que ça fait. Et le 2e essai porte sur apivirine, sur une production africaine. Et cela, en ce qui concerne les résultats, nous sommes en cours. On est dans les préparations et donc aujourd'hui, on ne donne aucun résultat. Il faut attendre la fin des études pour que la communauté scientifique africaine, burkinabé, publie les résultats. Il ne me revient pas d'en parler ici. Et donc, je demande à l'Afrique d'attendre. Nous ne croisons pas les bras. Dans cette attaque de pandémie Covid-19, l'Afrique n'a pas croisé les bras. Nous devons résoudre ces problèmes parce que désormais, nous devons essayer de renverser, de changer le cours de l'histoire en Afrique, c'est-à-dire trouver les solutions pour nous-mêmes et pas nous-mêmes et ne plus attendre que les solutions viennent d'ailleurs. Nous avons trop de richesses ici en matière pharmacologique pour attendre des réponses d'ailleurs. Et c'est pourquoi je salue ces 2 essais au Burkina Faso et attendons patiemment et que l'Afrique patiente pour les résultats qui seront là dans quelques semaines. Les chercheurs africains proposent différents remèdes curatifs et préventifs contre le Covid-19, notamment le Covid organique de Madagascar. Est-ce que la solution, le remède à cette pandémie viendra des chercheurs africains? Vous demandez si le remède contre le coronavirus pourrait venir de l'Afrique. Je voudrais dire bien sûr, et bien sûr. Pourquoi? Parce que en Afrique, cette audace scientifique se démontre et révèle le progrès scientifique de l'Afrique. Nous avions dans le passé vécu des situations fâcheuses où la maladie sévit en Afrique et les médicaments étaient ailleurs. Mais ce que nous devons savoir est que l'Afrique regorge de ressources médicinales. Les forêts tropicales en Afrique, les savanes en Afrique, et regorgent de ressources médicinales abondantes. Nous avons de l'or vert médicinal en Afrique que nous devons mettre en valeur. Nous avons fait les mêmes universités que les autres en Amérique. Nous avons étudié à travers la Belgique, la Suisse, la France, le Canada, et nous avons fait les mêmes écoles que les autres. Nos collègues qui font des merveilles en Occident n'ont rien plus que nous. L'intelligence n'a pas de couleur et la recherche n'a pas de pays. La recherche et l'intelligence sont humaines. Et c'est pourquoi de ces 2 propositions africaines, c'est-à-dire le Covid organique et apivirine, nous appelons l'Afrique à évaluer scientifiquement ces 2 propositions sur tous les plans et les résultats vont nous prouver, vont nous montrer que ces remèdes que nous proposons pourraient être évidemment
la solution africaine contre le coronavirus. Nous souhaitons vivement que la communauté africaine se ressaisisse et prenne ses responsabilités pour que nous puissions progresser, aller loin avec nos politiques. Nous avons besoin de soutien politique pour pouvoir faire face à tout dans le monde et surtout réussir à imposer notre solution pensée et réfléchie et réalisée par nous-mêmes et pour nous-mêmes et scientifiquement assise pour que cesse maintenant désormais cette pensée que l'Afrique n'est pas capable d'entrer dans l'histoire. Nous sommes bien dans l'histoire et pour coronavirus, nous avons des solutions que nous demandons à nos collègues africains d'éprouver pour que finissent ces pensées et qui réduisent l'Afrique et qui sont réductrices de l'Africain. Non, nous sommes les mêmes que les autres. Pour finir, comment expliquez-vous le faible taux de contamination du coronavirus en Afrique subsaharienne? Y a-t-il une raison scientifique? Le faible taux de contamination de l'infection à coronavirus en Afrique subsaharienne pourrait s'expliquer par l'impact du climat, le contexte de notre climat, parce que ici, ce qui fait la différence entre les zones où le Covid-19 sévit et notre zone est que nous sommes dans un climat chaud. Mais nous devons faire attention parce que l'évolution de la contamination dans les pays africains en ces derniers temps nous montre que nous pourrions couver un volcan et qui peut à un moment donné faire beaucoup de gaffes. Et c'est pourquoi nous devons faire attention et surtout respecter la distanciation sociale et tout ce qu'on dit sur la prévention, les barrières. Il faut évidemment que nous puissions respecter tout ça. Il faut que nous puissions porter nos masques. Il faut que nous puissions rester un peu isolés des autres. Il faut éviter les attroupements et cela pourrait nous aider à éteindre l'incendie de coronavirus lorsque les solutions que nous proposons seraient éprouvées, établies et lancées. La pandémie serait finie en Afrique. Mais si nous nous amusons à dire que non, dans le climat chaud, il n'y a rien, nous risquons une hécatombe en Afrique. Et nous devons l'éviter. Nous allons au Sénégal avec le docteur Abdoulaye Bousso. Bonjour. Vous êtes le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire au Sénégal. Depuis l'apparition du premier cas de coronavirus dans votre pays, quelle a été la stratégie médicale mise en place par les autorités du Sénégal? Le Sénégal a eu son premier cas Covid+, le 2 mars 2020. Et en termes de stratégie de gestion de cette épidémie, la première décision que nous avons eu à prendre ici, c'est de prendre en charge tous les patients Covid+ dans les structures de santé. Que le patient ait des symptômes ou pas, il est pris en charge dans les centres de traitement, dans les structures de santé. Également, nous avons veillé à ne pas transformer nos hôpitaux en hôpital Covid. Tous les lits qui ont été utilisés, en tout cas qui sont en train d'être utilisés dans nos centres de traitement, sont des lits qui ont été ajoutés. Donc nous avons eu beaucoup de chance à avoir beaucoup d'unités qui étaient en construction, qui ont fini. Nous avions des centres de dialyse qui étaient en train d'être construits dans les hôpitaux. On a eu la chance d'avoir même un hôpital qui était fini, qui attendait d'être inauguré, que nous avons utilisé. Donc ce qui nous a permis d'avoir des lits supplémentaires qui ont été tous destinés à la prise en charge des patients Covid. Maintenant, au 12 mai, nous sommes à 1995 cas. Donc nous commençons à vraiment atteindre, nous avons même dépassé la capacité de nos structures et nous avons commencé depuis quelques jours à faire une prise en charge extra-hospitalière. Donc nous avons identifié un certain nombre de lieux que nous avons aménagés, des sites hôteliers qui ont été aménagés pour prendre en charge des patients Covid+. Et dans ces sites, nous mettons les patients qui n'ont pas de symptômes ou qui ont peu de symptômes. Donc ça, nous l'avons démarré et nous sommes en train aussi de continuer la réflexion d'étendre cette prise en charge extra-hospitalière parce que, comme je l'ai dit, il est important de ne pas transformer nos hôpitaux en hôpital Covid parce qu'il n'y a pas que le Covid actuellement. Malgré toute la médiatisation de cette maladie, nous avons sur notre continent, principalement nous dans notre pays, beaucoup d'autres maladies qui ont une mortalité beaucoup plus élevée. Et ces patients, en tout cas pour ces maladies, il faut qu'on puisse continuer à prodiguer des soins. Donc nos systèmes de santé doivent être résilients.
Et également, en termes de dépistage, nous faisons un dépistage autour des cas positifs, donc des contacts essentiellement. Ces contacts, d'ailleurs, nous les confinons tous dans des réceptifs hôteliers. Il est vrai qu'aujourd'hui aussi, nous commençons à avoir une tension dans la capacité de nos réceptifs hôteliers qui ont été tous, presque pour la plupart, réquisitionnés par l'État. Là, nous sommes en train d'aller dans une autre phase de réflexion pour étudier le confinement à domicile. Nous savons qu'il n'est pas très facile dans nos pays africains. Nous connaissons un peu comment nos maisons sont construites, le nombre de personnes qui y vivent. Mais une réflexion est menée parce qu'à un moment, nous serons obligés de basculer à ce confinement à domicile. Pour la prise en charge des patients, le protocole qui est utilisé ici est à base, nous utilisons l'hydroxychloroquine et l'azithromycine et les autres médicaments dans le cadre des traitements symptomatiques. Donc voilà un peu par rapport à la prise en charge, ce que la stratégie que nous développons actuellement pour pouvoir faire face à cette épidémie et prendre en charge l'ensemble des patients que nous avons. Je peux ajouter aussi qu'en termes aussi de diagnostic laboratoire, nous avons deux structures qui actuellement font le diagnostic, l'Institut Pasteur de Dakar et un autre laboratoire qu'on appelle l'IRSF. Nous avons une stratégie aussi décentralisée de ces laboratoires qui ont des unités mobiles au niveau à l'intérieur du pays, ce qui nous permet vraiment de réduire le rendu des résultats. Donc tous les prélèvements qui sont faits dans la journée, les résultats sont obtenus. Et aujourd'hui, nous avons franchi la barre des 1000 tests par jour. Donc ce qui est très important et qui nous permet vraiment d'avoir une bonne visibilité sur l'incidence de la maladie dans ce pays. Parlez-nous des résultats obtenus. Par rapport aux résultats que nous avons obtenus, là nous voyons quand même que nous avons un taux de guérison qui est assez intéressant à plus de 45%. Au 12 mars, nous avons une mortalité à 1%, 19 patients décédés, essentiellement des patients graves, des patients âgés qui sont décédés pour la plupart dans nos unités de réanimation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans cette prise en charge de réanimation, nos médecins intensifs réanimateurs, en tout cas nos services de réanimation, vont plus dans le sens de ne pas intuber les malades. Nous avons effectivement eu d'excellents résultats sur beaucoup de patients pour lesquels une ventilation assistée, en tout cas une intubation, n'a pas été faite. Et ça a permis de récupérer certains qui sont sortis de nos réanimations guéries. Donc les résultats préliminaires que nous avons, en tout cas dans le cadre de l'utilisation de ce protocole thérapeutique hydroxychloroquine, azithromycine, nous semblent nous donner de bons résultats. Il est vrai aussi que plus de 95% de nos patients sont des cas simples, et ça aussi, ça nous aide beaucoup de ne pas avoir tous ces cas graves que nous craignons. Et dans la stratégie aussi de gestion de ces cas graves, des unités de réanimation sont en train d'être développées au niveau périphérique essentiellement, parce qu'au niveau de Dakar, nous avons des unités de réanimation qui sont capables de prendre en charge. Pour le moment, c'est essentiellement développé à Dakar. Et les unités de réanimation sont en train d'être renforcées et développées au niveau des différents hôpitaux régionaux, en tout cas des différents centres où nous avons des patients qui sont pris en charge. Votre pays a été l'un des premiers touchés en Afrique de l'Ouest. Le président Macky Sall a récemment échangé avec son homologue malgache sur l'Artémisia. Est-ce une piste de réflexion? Est-ce une solution pour votre pays? Le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, a eu à échanger avec son homologue malgache sur un peu le produit que nos collègues malgaches ont eu à développer, le Covid Organics, qui est à base d'Artémisia. C'était, je pense, pour le président de la République du Sénégal, aussi une manière de soutenir cette initiative malgache, cette initiative africaine, de trouver une solution face à cette pandémie. Et c'est des initiatives qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Il est important qu'on puisse quand même mettre en exergue toutes ces initiatives dans le cadre de la recherche de solutions face à ce Covid. Même si effectivement il faudra que toutes ces initiatives soient basées sur des preuves scientifiques réelles. Ce que je peux dire, c'est qu'au Sénégal, aujourd'hui, ce produit n'est pas encore utilisé. Nous ne l'avons pas encore à disposition. Mais aussi, ça a aussi suscité la curiosité de nos scientifiques ici. Certains ont eu à travailler avec l'Artémisia. Ils sont en train de réfléchir et développer des protocoles pour voir un peu si ce produit pourrait être efficace dans la prise en charge des patients COVID+. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir mener une étude clinique, une étude de recherche, il faut que cette étude soit validée par le comité éthique. Et donc, toute éthique, tout essai qui devra se faire devra passer à travers ce comité éthique. Maintenant, il faudra effectivement qu'au-delà de ça, que
l'Afrique ne soit pas en reste dans ce concert scientifique de recherche de solutions. Des solutions peuvent exister et comme je le dis, il ne faudrait pas minimiser les initiatives. Il faudrait surtout que ce soit basé sur des preuves scientifiques, sur des études sérieuses et rigoureuses. Et sans nul doute, la solution pourrait venir du continent africain. Alors, existe-t-il une collaboration avec des experts de la sous-région ou d'autres continents dans la lutte contre le coronavirus? En termes de collaboration, par rapport à cette crise, nous n'avons vraiment pas de collaboration avec d'autres pays, aussi bien africains qu'européens. Nous avons des organisations internationales qui ont ici l'Organisation mondiale de la santé, le CDC, l'UNICEF, l'USAID et autres. Mais aujourd'hui, toute la stratégie de prise en charge est développée par le pays. Le pays a le leadership de la réponse face à cette épidémie. Aujourd'hui, je pense qu'avec cette épidémie, l'Afrique peut montrer qu'elle a les compétences, qu'elle a les personnes, ressources capables de faire face. Et aujourd'hui, nous arrivons en tout cas avec nos ressources internes à pouvoir faire face à cette épidémie. Et nous avons quand même le soutien de toutes ces organisations qui sont avec nous dans nos réunions dans le cadre de la réponse. Alors, que pouvez-vous préconiser d'autre pour gagner la bataille contre le coronavirus? Les mesures barrières sont-elles suffisantes? Pour gagner cette bataille contre le Covid, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, et nous le répétons beaucoup ici dans notre pays, ce n'est pas les mesures médicales qui vont arriver à mettre fin à cette épidémie. Le secteur de la santé, je pense, fait beaucoup d'efforts dans le diagnostic, le pistage, dans la prise en charge des patients positifs. Mais pour mettre fin à la transmission, pour rompre cette chaîne de transmission, c'est à la communauté d'intervenir. Et aujourd'hui, c'est très important que la communauté puisse comprendre et puisse assumer ses responsabilités par rapport à la transmission de cette maladie. Et aujourd'hui, les mesures barrières que nous édictons, pour lesquelles nous faisons beaucoup de communication, c'est des mesures qui doivent être endossées par la communauté. Le port de masque obligatoire dans les transports, dans les lieux publics, l'hygiène des mains, la distanciation sociale, c'est des éléments indispensables. Il n'y a pas un remède miracle, il n'y a pas un médicament miracle qui nous permettra de mettre fin à cette épidémie. C'est nous, dans la communauté, dans nos attitudes, c'est à nous de pouvoir mettre fin à cette épidémie. Et il est important que ces mesures soient respectées. Donc c'est pourquoi nous devons vraiment faire beaucoup d'efforts dans notre communication en y intégrant, il ne faut surtout pas l'oublier, les socio-anthropologues. Parce que, quelle que soit la situation, quels que soient les messages que nous devons passer, il faut que ces messages soient bien pensés, soient bien élaborés et soient bien transmis. Et pour cela, il est important de prendre en compte beaucoup d'éléments dans l'environnement, dans notre environnement culturel, dans nos traditions, pour pouvoir arriver à ce que ces messages passent. Donc, à mon avis, il est très important qu'on puisse avoir une adhésion de la communauté. Et si on a cette adhésion de la communauté, cette confiance envers le système de santé, cette maladie pourra être éradiquée. Dans le cas contraire, il sera très très difficile de pouvoir faire face. Et qu'on sache qu'il n'y a pas actuellement en tout cas, le vaccin n'est pas encore élaboré, une prophylaxie efficace n'a pas encore été développée. Les seuls moyens, c'est les mesures barrières à respecter et nous devons vraiment nous efforcer à les respecter pour pouvoir faire face à cette maladie. C'est la fin de cette émission. Merci aux experts pour leur contribution. Bravo au personnel de santé pour le travail remarquable fait dans chaque pays. Quant à nous, respectons les mesures barrières. Bon week-end à tous.